De cette émission, une fois n'est pas coutume, j'adresse des salutations au nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, le colonel Seydou Abba. La mission qui t'est confiée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que tu puisses la mener à bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission spéciale pour la transition au Cameroun. J'accueille ce soir M. Etoga, consultant maison et maître en communication corporate également, analyste géopolitique, pour analyser les enjeux et les défis de la transition politique au Cameroun. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus. C'est un plaisir de te retrouver. Depuis un bon bout, on n'a pas eu à échanger sur les questions qui taraudent les esprits des Camerounais dans ce pays qui nous est cher. Commencer, pourriez-vous nous donner un aperçu de la situation politique actuelle au Cameroun, à quelques mois de l'élection présidentielle? Déjà, la situation politique au Cameroun elle est quelque peu trouble, dans la mesure où le pays traverse une période de son histoire qui est quelque peu entravée par les problèmes sociopolitiques et dont les leaders politiques n'ont pas, de mon point de vue, pris la pleine mesure des objectifs greffés à ces questions sociales soulevées au sein de la population camerounaise, à savoir déjà d'emblée, on va mettre la question de la sécession. Et naturellement, quand on parle de question de sécession, on voit bien une division du pays ou alors une partie du pays qui réclame son indépendance. Et ce qui corrélativement va nier l'indépendance ou alors le combat qu'a milité les pères fondateurs de ce pays qu'est le Cameroun. Au-delà de ça, vous avez les idéologies politiques qui sont éparses et diverses, qui ne convergent pas vers une réalité qui rencontre, n'est-ce pas, les aspirations du peuple camerounais, qui souhaite vivre en toute indépendance de quelque force extérieure que ce soit. Et donc, ces discours politiques des idéologues politiques au Cameroun qui n'arrivent pas à construire cette alchimie qui construiraient, n'est-ce pas, leurs relations qu'ils aimeraient avoir ou alors aimeraient construire entre le peuple et eux, et leur offre politique, on va dire. Mais maintenant, les acteurs politiques qui sont en déphasage avec les citoyens qui doivent adouber leur offre politique, vous voyez bien que la situation politique au Cameroun est quelque peu trouble. Ça, c'est le deuxième facteur. Le deuxième facteur de la situation politique au Cameroun est naturellement l'organe qui organise les élections, qui est très discuté, qui est mise en porte-à-faux par les leaders politiques et naturellement la communauté internationale qui s'investit dans cette question qui se veut éminemment internationale parce qu'on est dans le jargon démocratique et on voudrait que la puissance Cameroun soit une puissance démocratique. Et donc l'organe ELECAM qui est mis en porte-à-faux dans l'organisation des élections parce que, n'est-ce pas, le processus électoral n'est pas en toute transparence selon certains acteurs politiques. Sauf que, au regard de leurs aspirations politiques, ils y vont, ils candidatent, ils respectent, n'est-ce pas, ils ont pour ambition de respecter le jeu électoral. Et donc c'est tout ça qui vont créer une situation politique au Cameroun à l'approche des élections en 2025 qui pourrait, de mon point de vue, être chaotique si rien n'est maîtrisé. Au-delà de ça, le gouvernement camerounais, on a l'habitude de créer, n'est-ce pas, de l'ambiguïté entre partis-États. Or, la composition du gouvernement camerounais, pour être factuelle, est composée d'un ensemble de partis politiques qui ont fait corps, qui ont fait alliance pour faire la construction du Cameroun une affaire commune. Et donc, vous allez voir dans le gouvernement camerounais, l'UNDP, de Belobouba Maïgari, de l'FNCC, le FN du ministre Tirouma, et j'en passe. Et donc, vous voyez ici que la logique gouvernante du président Paul Biya voudrait qu'il y ait une certaine paix sociale
dans les cœurs des Camerounais, même si le combat politique doit continuer, parce qu'il y a la concertation qui est de mise et qui est mise au cœur, n'est-ce pas, de la gouvernance du président de la République depuis son élection, depuis son accession au pouvoir, on va dire, dans les années 1982. Et donc, la question que vous me posez, ayant dressé ce tableau-là, vous convenez avec moi que 2025 sera une année très attendue du côté du citoyen parce qu'il aimerait voir la question du changement qui est, n'est-ce pas, la matrice nourricière du citoyen camerounais aujourd'hui parce qu'il estime, au regard des discours portés au niveau de la communauté internationale et même dans certains partis politiques comme quoi le Cameroun n'est qu'un régime autoritaire. De ce point de vue-là, la perception que le citoyen camerounais a de son gouvernement et de son pays n'est que greffée sur le slogan majeur « Poblia Mosgo ». Et donc, forcément, il convoque ici le concept fondamental de sa logique, de sa matrice pensive, j'ai envie de dire, pas pensive avec A, mais avec le E. Donc, il utilise sa pensée pour construire ses concepts. C'est-à-dire, il utilise le slogan « on a besoin de changement ». Et donc, les acteurs politiques friands de ce type de climat social-là vont non pas faire vendre leur offre politique, mais se greffer à une situation sociale qui, de leur point de vue, est une opportunité pour renverser le régime. Et de ce point de vue-là, vous allez voir l'émergence des idéologies qui viendraient non pas pour accompagner l'indépendance totale et souveraine du peuple camerounais, mais plutôt accompagner une opportunité développée au sein de la masse critique camerounaise pour conquérir le pouvoir. Et c'est quelque chose de très différent et de séditieux parce qu'ils vont jouer sur les émotions des Camerounais pour arriver au pouvoir. Et c'est qui, de mon point de vue 2025, on doit être très vigilant pour, n'est-ce pas, déceler, comme on dirait dans la Bible, le vrai du faux. Quels sont les principaux défis auxquels le Cameroun est confronté sur le plan extérieur? L'un des défis majeurs, c'est la question de la sécession, la question du partage du Cameroun. Le président Paul Biya, déjà à l'adresse dans un de ses discours, non pas électoral, mais plutôt à l'inauguration, je ne sais, selon les historiens, c'est au passage du parti unique au RDPC, il s'interrogeait déjà. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Que voulons-nous laisser à nos enfants? Cette question est d'acuité de nos jours et à plus forte raison en 2025, dans la mesure où elle questionne même déjà l'existence de l'État Cameroun. À ce moment-là, sommes-nous tous Camerounais ou alors sommes-nous en partie Camerounais? Et si nous sommes Camerounais, est-ce qu'il faut défendre l'entièreté du territoire camerounais pour, n'est-ce pas, construire quelque chose qu'auraient voulu laisser nos pères fondateurs? Je vais parler ici du secrétaire général de l'UPC, Ruben Omniobé, et naturellement Lengo Sodine, et j'en passe. Et donc ici, quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Et donc l'objectif majeur ici, c'est de consolider l'indépendance totale et souveraine du Cameroun. Et maintenant, est-ce que le citoyen qui aspire à gouverner ce pays-là est dans cette logique, est dans cette matrice-là de laisser un Cameroun souverain et indépendant? Et vous voyez ici qu'on a le regard porté non plus à l'intérieur du Cameroun, mais à l'extérieur. Qui voudrait voir la déstabilisation du Cameroun? Et maintenant, partant de cette déstabilisation-là, conforter les intérêts de l'extérieur dans ce territoire qui n'appartiendrait plus aux Camerounais, parce qu'il n'est plus en toute souveraineté sur ce territoire-là. De ce point de vue, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et j'en passe, on va tous les globaliser dans ce qu'on appelle communément la communauté internationale, ont un regard distributeur de la démocratie sur le plan international, non qu'un regard sur le Cameroun dans la mesure où ils vont apporter, vendre la démocratie sur ce territoire-là, sur le simple fait qu'ils s'appuient naturellement sur le discours d'opposition qui existe entre les citoyens, entre les formations politiques camerounaises qui, n'est-ce pas, essayent de montrer à suffisance que le gouvernement camerounais n'est pas un gouvernement démocratique, c'est plutôt un régime autoritaire. Le professeur Maurice Kamto parlait d'un gouvernement reptilien. Et donc, vous voyez ici que ce discours-là tend à montrer que nous ne sommes pas dans une
démocratie au sens international. Vous allez toujours, si vous parcourez leur discours, vous allez toujours voir qu'ils convoquent, n'est-ce pas, à tout point de vue, la communauté internationale. Je prends à témoin la communauté internationale, la communauté nationale et internationale. Il y a toujours cette volonté d'être adoubé sur le plan international. Et donc, c'est l'extérieur qui viendrait, n'est-ce pas, adouber les formations politiques au Cameroun qui construiraient, n'est-ce pas, notre souveraineté et notre totale indépendance. De ce moment-là, la souveraineté camerounaise, qui est questionnée aujourd'hui avec la question ou alors le problème de la sécession, est mis au grand jour sur la place nationale et même la place internationale, parce que cette question se retrouve au niveau des Nations Unies. Les ambazoniens, comme ils aiment bien à s'appeler, mais de mon point de vue, ce ne sont que des vulgaires terroristes qui veulent, n'est-ce pas, diviser un pays qui aimerait voir son émergence totale arriver. Et donc ici, ils ne sont que là pour nous retarder de ce moment-là. Vous voyez l'évolution conceptuelle et perceptuelle que certains leaders politiques camerounais ont eu au début de cette crise jusqu'à nos jours, jusqu'à l'heure où on fait cette émission-là. Je vais prendre par exemple le président du PCRN qui, au début de la crise, demanda tout mordicus au gouvernement camerounais d'aller discuter de la souveraineté du Cameroun, d'aller discuter de la souveraineté du Cameroun avec des bandits qui ont pris les armes pour diviser ce pays. Et donc, c'est dire, de mon point de vue, que ce leader politique est disqualifié, si ce n'est que pour moi, de la question de la gouvernance, d'accéder à la gouvernance du Cameroun, parce qu'il n'a pas l'étoffe nécessaire pour sauvegarder l'indépendance totale du Cameroun. Et donc, vous voyez, c'est que son discours a évolué quand il devint alors député du Cameroun, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Son discours a quelque peu évolué parce qu'il s'est enquéri de la notion d'État pratique. Il s'est enquéri de ce que moi je pourrais appeler la souveraineté au-dessus de la dévolution du pouvoir d'un point de vue démocratique. La souveraineté nationale est au-dessus de la dévolution du pouvoir. Et donc, vous voyez, son discours a quelque peu changé. Il n'est plus à cheval entre le gouvernement et le citoyen à demander à ce gouvernement-là d'aller s'asseoir avec ce qu'ils nous ont appelé aujourd'hui nos frères pour discuter de la division du Cameroun. La question, ce serait la division du Cameroun. C'est ce qu'a d'ailleurs appelé le fameux président qui est aujourd'hui embastillé au niveau de Nkondengui, à Yuktabé. Et donc, vous voyez ici que ces noms-là vont revenir dans les prochaines questions, certainement, quand on aura à éplucher d'autres angles de vue de la transition que vous avez convoquée à l'entame de cette émission. Et donc, vous voyez ici que j'ai pris de façon consciente ce leader politique-là pour montrer que le climat qu'il y aura en 2025 sera déporté non pas dans les idéologies politiques, non pas dans les idéologies de construction d'un Cameroun indépendant et total, mais plutôt dans l'idéologie d'un changement de régime qui se greffe à un élément fondamental, c'est-à-dire les aspirations du Camerounais. Les aspirations du Camerounais qui voudrait voir quelque chose, le changement. Et donc, la construction des offres politiques à ce moment-là ne seront plus greffées à l'historicité des partis politiques, mais à une opportunité qui se présente sur 2025, dans la période électorale. Et c'est à ce moment-là que moi, de mon petit poste de consultant et d'analyste, j'interpelle ici le Camerounais de savoir est-ce qu'il veut simplement un changement sans alternative ou alors un changement qui l'aiderait à construire plutôt cette indépendance totale et souveraine qu'aurait voulu nous apporter ou alors nous offrir nos pères fondateurs, ou donner l'accession au pouvoir à un opportuniste qui va venir non pas pour soutenir nos intérêts, mais pour soutenir les intérêts de ceux qui l'encadrent il devient comme un commercial en fait. Il va porter le projet de démocratie, porté et soutenu par la communauté internationale, qui vient pour greffer à la construction de l'idéal camerounais. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est plus l'idéologue de l'historicité camerounaise, mais il est l'idéologue, ou alors non, le porte-flambeau d'un marchand extérieur, d'un marchand d'armes extérieur qui viendrait pour s'accaparer les terres et le sous-sol du territoire camerounais. De ce point de vue, quelles sont les perspectives pour la transition? Quels sont les acteurs clés qui pourraient influencer cette transition et quelles sont leurs positions?
Ben déjà, vous me permettrez de donner, n'est-ce pas, une substance à cette notion de transition. Parce que si on fausse, n'est-ce pas, la quintessence que renferme ce concept-là, on va un peu s'égarer. Parce que les idéologues qui ont convoqué ce concept-là savaient où est-ce qu'ils voulaient nous amener. Et maintenant, dans mes petites recherches, de ce concept, la transition politique, on voit bien qu'ici, on parle de changement de régime, de structure de gouvernance. Et donc, s'il y a changement de structure de gouvernance pour l'avènement vers un nouveau système de gouvernance, vous voyez ici que mon développement précédent nous ramène toujours à la notion de changement et qui se greffe à quoi? Au climat social ambiant de l'heure. Et ce qui ne renvoie à autre chose qu'une opportunité politique pour les formations politiques sur le territoire camerounais. Et ce changement de régime, parlant de la transition, ne peut être possible que par soit le gouvernement crée une cessation de pouvoir, soit il y a une révolution, soit il y a un coup d'État. C'est à ce moment-là qu'on parlera de transition. Mais dans les cas de figure développés ici, on voit bien que la trajectoire politique du Cameroun ne peut aucunement donner vers une transition politique dans la mesure où le Camerounais a été éduqué au respect, n'est-ce pas, des textes, au respect des lois. Les échéances sont en 2025. Et donc, la transition ne peut que convoquer une rupture de ce processus-là pour l'avènement de quelque chose de nouveau. Changement de régime, changement de gouvernance, changement de paradigme de gouvernance sur le territoire. C'est un territoire bien défini. Et dans l'occurrence, ici, au Cameroun, on voit bien que les idéologues, maintenant, je vais convoquer le professeur Olivier Billet, qui porte son offre politique, l'ATP, qui convoque ici, n'est-ce pas, une transition. Une transition vers quoi? Vers où? Une transition de quoi? Pourquoi la transition? Pourquoi en ce moment, en 2025, on convoque, n'est-ce pas, cette notion de transition? Pourquoi est-ce qu'une offre politique doit porter ce nom de transition politique? Se questionner ainsi permet de lire dans les pensées. On va s'essayer à le faire dans la mesure où si on a déjà essayé de donner une définition au concept de transition, on voit comment est-ce qu'on pourrait arriver à la transition. On voit bien qu'il y a une construction derrière qui peut aboutir, n'est-ce pas, à imposer un climat de transition au Cameroun. Est-ce qu'on aura alors, avant 2025, un climat qui permettrait aux Camerounais de se soulever, créer une révolution pour créer maintenant un environnement important et nécessaire pour que le président soit déchu et maintenant on parle de cessation de pouvoir ou alors de transition. Est-ce qu'ils sont dans cette construction-là pour qu'on en arrive là? Mais je dirais ici la structuration du pouvoir au Cameroun ne permettrait pas une telle forfaiture dans la mesure où vous avez souvenance que le ministre de l'ATP a déjà un regard sur ces formations politiques-là. À l'Assemblée nationale, le président de cette chambre-là a déjà convoqué le concept de transition comme étant un élément séditieux, de construction des révoltes, de construction d'une révolte de la population qui revendiquerait, soi-disant, un changement. Donc vous voyez ici que le gouvernement ou alors les organes qui gouvernent, qui orientent la politique au Cameroun, ont un regard sur ce concept provocateur qu'est la transition. Si ces idéologues-là, ils utilisent naturellement la transition, vous avez aussi un certain professeur Titi Sedua qui a utilisé ce concept-là pour dire lui-même, se mettre sur l'estrade et dire tout de go que lui sera, n'est-ce pas, il se porte garant de mener cette transition-là. Vous voyez ici que nous sommes déjà dans la construction de quelque chose d'inéluctable au Cameroun. Mais est-ce que le gouvernement va laisser faire pour que ce qui est en train de se préparer arrive avant 2025? Parce qu'ils sont d'ailleurs d'avis qu'en 2025, s'ils vont aux élections, ils sont battus à plate couture parce que la structuration de l'organe non pas gouvernant, mais de l'organe politique du RDPC n'aiderait pas ces gens-là à arriver au pouvoir parce qu'il est, de mon point de vue, très structuré. Il a développé une idéologie, je dirais, qui
bêtise même le citoyen, dans la mesure où il ne pense plus au-delà du parti politique. Il pense que être du RDPC, c'est avoir la science infuse et on ne peut qu'être là pour être un gagneur. Et donc, il ne voit aucunement son vote aller ailleurs. Et donc, vous voyez, c'est que si on va maintenant, c'est là où je convoque ici les sociologues politistes, ceux qui se définissent comme sociologues politiques au Cameroun, d'aller consulter les listes électorales, de faire une analyse froide de la situation, convoquer les enregistrés que le RDPC a eu enregistrés auprès de cette liste-là, convoquer les enregistrés du MRC et consorts, et voir dans quelle mesure le gap il est existant entre les enregistrés du RDPC. On parle souvent de 3000 enregistrés sur un potentiel d'électeurs, de 3 millions d'enregistrés sur un potentiel d'électeurs de 7 millions d'enregistrés. Vous voyez ici que la moyenne est déjà acquise au RDPC. Et donc, ces gens qui convoquent la transition sont au fait de ça. Ils ont naturellement mené cette analyse-là et créé, n'est-ce pas, des schémas qui leur permettraient d'arriver à leur transition ou alors convoquer, n'est-ce pas, ce concept majeur de l'heure de transition. Vous voyez ce qui sont dans la défaite totale à tout point de vue. Et si ce travail il est fait, ça éclairera, n'est-ce pas, le citoyen de se rendre compte qu'il n'est pas forcément, lui, dans le faux, dans la mesure où ceux qui s'activent dans le jeu politique sont du côté du RDPC. Et donc, s'il faille avoir changement, comme ils aiment bien le dire, il faut s'enregistrer, aller, n'est-ce pas, s'enregistrer auprès des LECAM pour que, n'est-ce pas, le rapport de force soit tenu. Mais sinon, cela ne voudrait pas dire que celui qui passe enregistrer n'est pas forcément soit du RDPC ou pas, c'est le citoyen qui va s'enregistrer. Donc, naturellement, il faudra que les offres politiques se vendent, les idéologues de la transition vendent leurs projets de transition. Est-ce que ça va avoir lieu? On n'en sait rien. Et maintenant, votre question sur le rôle que pourraient jouer ces leaders-là, vous voyez que ce n'est que des producteurs de chaos. Ils ne sont que des producteurs de chaos. Ils sont dans l'idéologie de créer un chaos. C'est Gramsci qui nous rappelle, dans le changement de régime d'ailleurs, qu'il faut, pour changement de régime, construire une masse critique, l'éduquer. Et donc, 2024, si ça t'aide à éduquer la population, qui vous dit qu'on va arriver en octobre 2025 pour l'organisation des élections, dans la mesure où le peuple sera préparé avec une propagande bien structurée pour créer les mécanismes nécessaires qui produiront, n'est-ce pas, cette rupture-là entre le gouvernement et le citoyen. Et forcément, il y aura renversement de régime et cessation de pouvoir, d'où la transition est convoquée. Donc, ils sont dans un processus d'éducation de la masse pour arriver à leur projet qu'ils ont construit et qu'ils ont dénommé transition. Ce concept, il est fort évocateur et provocateur en même temps pour le gouvernement en place, dans la mesure où il aura, de mon point de vue, toute la lecture nécessaire pour démystifier le bon dans ce concept que les idéologues comme Titus Séduaï ou alors le professeur Olivier Billet ont convoqué pour, n'est-ce pas, faire miroiter aux citoyens camerounais un quelconque changement. Je vais un peu m'attarder sur le professeur Olivier Billet qui, en construisant son offre politique à ATP, il est allé en prison nous faire ressortir quelqu'un qui convoque la sécession du Cameroun pour intégrer cette transition-là. Vous voyez ici qu'il se retrouve un peu, n'est-ce pas, ce schéma qu'a voulu le député Cabral Libby dans la mesure où il nie la souveraineté du Cameroun, s'attache les services d'un monsieur qui demande mordicus la sécession, la division, la toute indépendance d'une partie du Cameroun, mais lui, qui pense Cameroun dans sa globalité, estime qu'il est possible de discuter, ce sont les termes qu'ils utilisent, hein, de discuter avec ces personnes qui demandent la sécession du Cameroun. Sauf que je tiens à rappeler ici que dans les études que j'ai eu à faire, Comparative Politics, ici en Belgique à l'Université libre de Bruxelles, tout un professeur qui nous disait alors, en démocratie, la question de la sécession est exclue dans la mesure où elle n'est pas une question démocratique.
comment les relations internationales du Cameroun sont-elles susceptibles d'évoluer si on arrive à cette transition? Déjà, cette transition qui, de mon point de vue, n'arrivera pas, mais puisqu'on doit s'essayer à l'hypothèse qu'elle arrive, on va essayer de voir les interférences qu'il pourrait avoir au niveau régional. Mais c'est vrai que comparaison n'est pas raison, on peut voir dans quelle mesure le coup d'État qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, comment est-ce que la sous-région de l'UEMOA a essayé de gérer cette transition-là, cette transition non sanguinaire, il faut le préciser. Et donc, vous voyez ici qu'il y a eu ingérence dans la mesure où on a voulu bouter hors les personnes qui apportent, ou bien les personnes porteuses de transition, les personnes qui se considèrent comme ceux à même de diriger cette transition-là et qui sont arrivés au pouvoir par conséquent. Vous avez vu ici qu'ils ont considéré cela comme une étape non démocratique qui ne respecte pas les canons de la démocratie et donc le pouvoir doit revenir aux civils. Là-bas, c'était le coup d'État parce que les militaires ont pris le pouvoir. Et donc, ils convoquaient le fait que les civils doivent revenir au pouvoir. Il y a eu une période où on a ouvertement déclaré envoyer des militaires sur le territoire pour restaurer l'ordre public, l'ordre constitutionnel dans ces pays-là. Et donc, ça montre ici que les institutions sous-régionales ne sont pas muettes face à ces situations de transition qui se passent sur un territoire quelconque. Elles s'invitent au débat et essayent de faire respecter, de mon point de vue, l'ordre constitutionnel qui permet de qualifier un État de démocratique. Revenu en Afrique centrale, dans le contexte camerounais, supposons que la transition arrive. Prenons un cas de figure, par exemple, s'il y a cessation de pouvoir, cessation de régime de gouvernance, non pas cessation dans un climat d'hostilité, mais plutôt une cessation à la Paul Biya et Amadou Ahidjo, il y a une continuité. À ce moment-là, il y a, de mon point de vue, il n'y a pas question de venir douter, n'est-ce pas, de la trajectoire qu'aurait pris le pays parce que c'est en toute souveraineté. C'est un président qui a décidé de son plein gré, non pas absoudre la constitution de ce pays-là parce qu'il aura pris les mécanismes nécessaires pour conforter son action et le greffer dans un acte constitutionnel. Donc cela voudrait qu'il convoque la modification de la loi fondamentale qui intègre, n'est-ce pas, son idée d'évolution du pouvoir par une cessation à l'amiable, une cessation constitutionnelle créée, selon lui, à la Amadou Ahidjo. Supposons maintenant que, donc là, les institutions sous-régionales n'interviendront pas parce que ça respecte le cadre démocratique que s'est défini le pays en question. Supposons maintenant qu'il y a changement de régime par une révolution ou alors par une prise de pouvoir par l'armée. Vous voyez ici que on sort du cadre internationalement reconnu qui voudrait que les pays soient démocratiques. La tendance voudrait que les pays doivent être gouvernés par des civils et que ce soit la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et donc tous ces concepts-là seront convoqués pour mettre à mal, n'est-ce pas, cette transition-là. Mais pour le cas du Cameroun, c'est là où tout devient intéressant. Pour le cas du Cameroun, qui est considéré au niveau international comme étant un régime autoritaire et donc non démocratique, que feront ces institutions-là? Est-ce qu'ils demanderont à ceux qui sont porteuses de démocratie de quitter le pouvoir et de laisser l'ordre constitutionnel du pays, qui est considéré selon eux comme étant un régime autoritaire, de quitter le pouvoir? Ou alors ils vont
se greffer à ce vent de démocratie porté par ces idéologies, par ces idéologues de la transition au pouvoir et conforter leur position, style Côte d'Ivoire avec le conflit qui existait en 2011 entre Ouattara et Gbagbo. Et donc vous voyez ici que le choix sera vite fait sur la base d'un concept de démocratie. Qui est porteuse de démocratie sur ce territoire-là? 40 ans de pouvoir, c'est antidémocratique, ce n'est pas une démocratie selon eux. Et maintenant, ceux qui viennent avec la notion de démocratie au cœur de leur offre politique, est-ce qu'ils seront soutenus? Et partant, cet organe sous-régional-là, il va-t-il mettre en déroute la loi fondamentale du Cameroun et donner toute son approbation à cette formation politique qui vient avec seulement l'idée de démocratie et ce qui rapporte, mais ce qui convoque à ce moment-là toute une rupture totale avec l'existant, dont la loi fondamentale, il y a rupture avec la loi fondamentale, il faudra rédiger une nouvelle loi fondamentale qui intègre les idéaux de ces nouveaux porteurs de démocratie et l'horizon qu'ils aimeraient donner, le temps de la transition, comment ça va se passer. Et donc, il y aura la création d'un cadre de travail qui intègre, n'est-ce pas, la communauté internationale, les organismes sous-régionaux, les acteurs les idéologues de cette pensée de la transition et du changement, les personnes de la société civile, le citoyen n'aura que ses yeux pour pleurer dans la mesure où ses intérêts seront quelque peu respectés ou pas. Parce que c'est toujours les intérêts de ceux qui accompagnent, n'est-ce pas, ces porteurs des questions de transition qui seront plutôt respectés, dans la mesure où ils auront l'aide nécessaire pour accéder au pouvoir. Et donc la question n'est plus l'avenir ou le devenir du Cameroun, mais plutôt l'accession au pouvoir de certains individus qui n'ont pas droit au chapitre avec le gouvernement qu'ils qualifient de régime autoritaire d'aujourd'hui.